Le rire de mon frère résonne encore à mes oreilles depuis ce jour dans le bureau de l'avocat. Tu as eu la vieille ruine, a-t-il ricané, assez fort pour que tout le monde entende. Moi, j'ai eu l'empire. L'entreprise de 4 millions d'euros de papa est à moi. Toi, tu as eu une maison qui tombe en morceaux. Les autres membres de la famille ont bougé sur leur siège, mal à l'aise. Julien s'en fichait. Il s'en était toujours fiché. Mais ce que mon frère ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était ce que papa avait réellement caché entre ses vieux murs. Le temps que Julien le comprenne, il serait bien trop tard. Papa avait joué la carte de la patience, et j'étais sur le point de gagner. Mon père est mort un mardi matin de mars. Crise cardiaque. Soudaine. Il avait 68 ans. Et jusqu'à ce moment, je pensais qu'il vivrait éternellement. Les funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Pierre de Lyon, la même église où il avait épousé ma mère 35 ans auparavant. Elle était décédée 6 ans plus tôt, et je pense qu'une partie de lui était morte avec elle ce jour-là. Je suis arrivé en avance. L'église sentait le lys et le vieux bois. Je me suis assis seul sur le premier banc, fixant le cercueil fermé, drapé d'un drapeau français. Papa était un ancien combattant. Il avait servi en Algérie, était rentré chez lui et avait bâti une imprimerie à partir de rien. Au moment de ma naissance, elle était déjà prospère. Quand Julien est arrivé 3 ans plus tard, c'était une entreprise d'1 million d'euros. Julien est arrivé en retard, évidemment. Il a fait son entrée, portant un costume à 3 000 euros, un Zegna probablement. Il n'a pas pleuré. Il serrait des mains comme s'il faisait du réseautage à une conférence. Je l'ai regardé évoluer dans la pièce, jouant le rôle du fils éploré tout en vérifiant son téléphone entre deux condoléances. C'était tout Julien, toujours en représentation. Nous n'avions jamais été proches. En grandissant, j'étais le silencieux, celui qui aimait les livres et réparait les choses de ses mains. Julien était la vedette, capitaine de l'équipe de football, le plus populaire du lycée, la fierté et la joie de papa. Chaque dimanche soir, papa demandait à Julien des nouvelles de ses chiffres de vente, de ses réunions avec les clients, de sa prochaine grosse affaire. Il se tournait vers moi et disait « Et comment avance la maison ?» Comme si ma vie n'était qu'un projet secondaire. La lecture du testament a eu lieu 3 jours plus tard dans les bureaux du cabinet Dubois et Associés, les avocats spécialisés en succession que papa utilisait depuis des décennies. La table de conférence en acajou était trop grande pour nous 4 seulement, moi, Julien, Maître Dubois, l'avocat, et la comptable de papa, Sylvie. Maître Dubois s'est éclairci la gorge et a commencé la lecture. Le langage était formel, juridique, froid. Puis est venue la répartition des actifs. À mon fils Julien, je lègue mon entreprise, Imprimerie Fournier et Fils, y compris tous les actifs, les contrats clients et les opérations, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros. Julien s'est adossé à sa chaise, un grand sourire aux lèvres. Il s'y attendait. Il le méritait, pensait-il probablement. À mon fils Thomas, a poursuivi Maître Dubois, et j'ai retenu mon souffle, je lègue la maison familiale située au 17 rue du Chêne, à Lyon. Silence. Puis Julien a ri. A vraiment éclaté de rire. La vieille maison? C'est tout? Cet endroit vaut quoi? 200 000 euros, s'il a de la chance. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de mépris. On dirait qu'on sait qui était le vrai fils de papa, hein? Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis là, ressentant la piqûre familière de la 2e place. Maître Dubois semblait mal à l'aise mais n'a rien dit. Sylvie évitait mon regard. J'ai signé les papiers en silence, serré la main de l'avocat et je suis sorti. Derrière moi, j'entendais déjà Julien au téléphone, parlant à quelqu'un de son héritage, de son empire, de son avenir. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la vieille maison. Je ne l'avais pas prévu, mais j'avais besoin d'être quelque part qui semblait encore contenir des fragments de papa. La maison se trouvait au bout d'une rue calme bordée de chênes que papa avait plantées quand j'avais 5 ans. C'était une modeste maison de 2 étages de style meulière avec un porche qui en faisait le tour, construite en 1952. La peinture s'écaillait. Les volets avaient besoin d'être réparés. Je comprenais pourquoi Julien l'appelait une ruine. Mais debout là, dans l'allée, je me suis souvenu des soirées d'été sur ce porche, papa m'apprenant à utiliser un niveau à bulles, à lire un mètre ruban, à réparer les choses au lieu de les remplacer. Je suis entré. L'air à l'intérieur était vicié.
Tout semblait exactement comme papa l'avait laissé, ses lunettes de lecture sur la table d'appoint, un puzzle de mots croisés à moitié terminé, l'odeur de son café qui flottait encore faiblement. J'ai traversé les pièces lentement, touchant des objets familiers, me remémorant une enfance qui semblait à la fois lointaine et immédiate. Sa chambre était à l'étage, au bout du couloir. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte avant d'entrer. Le lit était fait, au carré, comme il l'avait toujours fait. J'ai commencé à fouiller dans ses affaires, sans vraiment savoir ce que je cherchais. Des vêtements à donner, des papiers à trier, quelque chose qui expliquerait pourquoi il m'avait si peu donné. C'est là que je l'ai trouvé. Je déplaçais sa commode pour passer l'aspirateur derrière quand j'ai entendu le son. Un bruit sourd et creux, différent du bruit plein d'un meuble contre une cloison sèche. J'ai frappé sur le mur. Creux. J'ai frappé 60 centimètres plus loin. Plein. De retour à l'endroit creux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai examiné les plaintes et j'ai trouvé une section qui semblait légèrement différente, la peinture plus récente. Je l'ai délogée avec un tournevis trouvé sur la table de nuit de papa. Derrière se trouvait un petit panneau métallique avec un clavier numérique, le genre qu'on voit sur un coffre-fort. Je l'ai fixé pendant une bonne minute, mon esprit s'emballant. Puis j'ai essayé le seul numéro qui avait du sens, l'anniversaire de maman, 230 756. Le panneau s'est ouvert en un clic. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort ignifuge assez petit pour tenir dans la cavité du mur. Dans le coffre se trouvaient 3 choses, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de papa, un dossier rempli de documents, et une petite clé en laiton avec une étiquette qui disait « Crédit Lyonnais, coffre 217 ». Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. La lettre était écrite sur le papier à en-tête personnel de papa, daté de 2 mois avant sa mort. Thomas, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que tu as trouvé ce que j'avais besoin que tu trouves. Je suis désolé pour la confusion lors de la lecture du testament. Je suis désolé si Julien t'a fait te sentir petit, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de connaître mes fils. Il a poursuivi en expliquant qu'il nous avait observés tous les deux toute notre vie. Il avait vu l'ambition de Julien, son charisme, son talent pour les affaires. Il avait aussi vu son arrogance, son incapacité à écouter les conseils, sa conviction que le succès venait de l'esbrouf plutôt que de la stratégie. Je donne l'entreprise à Julien parce qu'il s'y attend, écrivait papa. Et j'ai besoin de savoir s'il peut la gérer sans moi, ou s'il ne faisait que profiter de ma réputation. Puis il a écrit sur moi. Tu as toujours été différent, Thomas. Tu n'as jamais eu besoin d'être sous les feux des projecteurs. Tu as appris en observant. Tu as posé des questions. Tu as réparé les choses au lieu de les jeter. Tu me rappelais moi-même à ton âge, avant que le monde ne m'endurcisse. La lettre expliquait que la maison n'était que la partie visible de mon héritage. Le vrai cadeau se trouvait dans le coffre-fort au Crédit Lyonnais en centre-ville. Je mets de l'argent de côté pour toi depuis que tu as 10 ans, écrivait-il. Des actions, des obligations, un fonds en fiducie. Tout ce que je ne voulais pas que Julien sache, car s'il le savait, il en attendrait la moitié. Ceci est à toi. Tu l'as mérité en étant le fils qui n'a jamais rien demandé. La lettre se terminait simplement par « Rends-moi fier ». Je t'aime, papa. Je me suis assis sur le sol de sa chambre et j'ai pleuré pour la première fois depuis sa mort. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au Crédit Lyonnais avec la clé et les documents du dossier. La directrice de la banque, une femme nommée Madame Lefebvre, m'a conduit à la chambre forte. Le coffre 217 était plus grand que je ne l'imaginais. À l'intérieur se trouvaient des dossiers organisés par année, chacun contenant des certificats d'action, des relevés d'obligations et des registres de comptes. Il y avait aussi des clés USB avec des copies numériques de tout. Madame Lefebvre m'a aidé à tout inventorier dans une salle privée. Quand nous avons terminé, elle m'a regardé avec une sorte de respect et a dit « Votre père était un homme très sage ». La valeur totale de l'héritage dans ce coffre s'élevait à 3 millions d'euros. J'ai appelé Maître Dubois depuis le parking de la banque. « Étiez-vous au courant de cela ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause. « Votre père m'en a parlé il y a 6 mois, a-t-il admis. Il m'a fait promettre de ne rien dire jusqu'à ce que vous le trouviez vous-même. Il a dit que si vous ne le trouviez pas, alors peut-être que Julien avait raison à votre sujet après tout. Et si vous le trouviez, alors vous prouveriez que vous étiez le fils qu'il croyait que vous étiez. » Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure,
à digérer tout cela. Papa ne m'avait pas oublié. Il me faisait confiance. Julien m'a appelé 2 semaines après les funérailles. J'étais à la maison, en train de repeindre le porche, quand mon téléphone a sonné. « Salut, petit frère », a-t-il dit, sa voix pleine de cette condescendance familière. « Je voulais juste te faire savoir que j'ai conclu ma première affaire en tant que PDG. Un contrat de 200 000 € avec un réseau de santé régional. Pas mal pour une première semaine, non ? Félicitations, ai-je dit d'un ton neutre. Ouais, bon, tu sais ce que c'est. Certains d'entre nous sont faits pour ça. Et, comment va la bicoque à retaper ? Tu vas la revendre ou juste vivre dans l'ombre de papa pour toujours ? Je ne suis pas tombé dans le panneau. Je la garde. Il a ri. C'est ton problème, mec. Écoute, je dois filer. Dîner avec un client. Tu sais ce que c'est. En fait, non, tu ne sais pas. À plus. Il a raccroché. Je suis retourné à ma peinture. Je ne lui ai pas parlé de l'argent. Je n'en ai parlé à personne. Au lieu de cela, j'ai fait ce que papa m'avait appris. J'ai observé. J'ai écouté. Et j'ai appris. J'ai suivi Imprimerie Fournier et Fils sur LinkedIn. J'ai consulté les nouvelles du secteur. J'ai posé des questions discrètement à des gens qui connaissaient l'entreprise, et lentement, une image s'est dessinée. Julien faisait des erreurs, de grosses erreurs. Au cours de son premier mois, il a licencié 3 employés cadres qui étaient avec papa depuis plus de 15 ans. Il les a qualifiés de « poids mort ». Ces 3 employés ont emporté leur relation client avec eux chez un concurrent. Le 2e mois, Julien a investi massivement dans de nouveaux équipements d'impression numérique sans faire d'études de marché. La machine est restée inutilisée parce qu'il avait mal évalué la demande. Au 3e mois, l'entreprise avait perdu 2 de ses 5 plus gros clients. Les appels ont commencé à cette période. Et Tommy, petite question sur les anciens contacts de papa. Tu te souviens du gars du réseau hospitalier ? Je donnais des réponses vagues, peu utiles. Puis le ton des appels a changé. Écoute, j'aurais besoin de conseils sur les machines. Papa ne m'a jamais vraiment expliqué son système. Je lui disais que je ne connaissais rien aux affaires, ce qui était vrai. Papa ne m'avait jamais appris ce côté-là. 6 mois plus tard, Julien a appelé à 23 heures. Je pouvais entendre la panique dans sa voix. Tommy, j'ai besoin d'un prêt. Juste à court terme, 50 000 €. L'entreprise traverse une transition, et je dois couvrir la paie en attendant que certaines factures soient réglées. Je n'ai pas 50 000 €, Julien. Allons. Tu pourrais obtenir un prêt sur la maison. Je te rembourserai avec intérêt. Non. Non. Tu es sérieux, là ? Je suis ton frère. Papa voudrait que tu m'aides. Cela m'a mis en colère. Papa t'a laissé une entreprise de 4 millions d'euros. Il m'a laissé une maison. Si tu n'arrives pas à faire fonctionner l'entreprise, ce n'est pas mon problème. Tu es un sacré numéro, tu sais ? Toujours jaloux, toujours aigri. C'est pour ça que papa m'a donné le véritable héritage. J'ai raccroché. Les appels ont continué. 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis tous les jours. Les montants dont il avait besoin ne cessaient de croître, 75 000 €, 100 000 €, 200 000 €. Chaque fois, sa voix devenait plus désespérée. J'ai dit non à chaque fois. J'ai observé de loin Imprimerie Fournier et Fils commencer à s'effondrer. D'autres employés sont partis. Les clients n'ont pas renouvelé leur contrat. Les forums de discussion du secteur ont commencé à parler du déclin de l'entreprise. Depuis la mort du vieux, lisait-on dans un commentaire, l'endroit a vite périclité. 9 mois après la mort de papa, Julien m'a appelé une dernière fois. Il ne demandait plus d'argent. Je suis en train de perdre l'entreprise, a-t-il dit doucement. Je dois déposer le bilan. Les créanciers s'en prennent à tout. La maison, les voitures, tout. Je ne sais pas quoi faire. Tu aurais pu demander de l'aide plus tôt, ai-je dit. Tu aurais pu écouter les gens qui en savaient plus que toi. Tu aurais pu être humble. C'est toi qui jubiles ? C'est ça ? Non, Julien. C'est moi qui te dis la vérité. Papa ne t'a pas donné cette entreprise parce qu'il pensait que tu réussirais. Il te l'a donnée pour voir ce que tu en ferais. C'était un test, et tu as échoué.
Silence. Puis, et toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai raccroché pour la dernière fois. 3 semaines plus tard, Imprimerie Fournier et Fils a déclaré faillite. Julien a tout perdu. L'entreprise a été vendue à la découpe, les bénéfices sont allés aux créanciers. Mon frère, l'enfant prodige, s'est retrouvé avec rien d'autre que des dettes et une leçon très coûteuse. Cela fait 2 ans que papa est mort. La maison de la rue du Chêne est maintenant entièrement rénovée. J'ai repeint chaque pièce, réparé le porche, remplacé le toit et restauré les jardins que maman entretenait. Elle vaut beaucoup plus que les 200 000 € estimés par Julien, mais je ne vends pas. C'est chez moi. J'ai utilisé une partie de l'héritage de papa judicieusement. J'ai investi dans des fonds indiciels comme il avait appris à le faire lui-même. J'ai remboursé mes dettes. J'ai lancé une petite entreprise de menuiserie, construisant des meubles sur mesure pour des clients dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas un empire de 4 millions d'euros, mais c'est à moi, c'est durable, et j'aime ce travail. Julien et moi ne nous parlons pas. J'ai appris par un cousin qu'il a déménagé à Marseille, a trouvé un emploi dans la vente dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, et se reconstruit lentement. Une partie de moi est triste pour lui. Une autre partie pense qu'il avait besoin de tomber. Peut-être qu'un jour nous nous réconcilierons. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je suis en paix. Le mois dernier, je suis allé au cimetière de Loyasse, où papa et maman sont enterrés côte à côte. J'ai apporté des fleurs, les préférées de maman, des roses blanches. Je me suis assis sur le banc près de leur pierre tombale et j'ai tout raconté à papa. Je lui ai dit que j'avais trouvé le coffre-fort. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi il avait fait ce qu'il a fait. Je lui ai dit que je lui pardonnais pour toutes ces années où je me suis senti invisible. Tu m'enseignais tout ce temps, n'est-ce pas, ai-je dit à voix haute. Tu ne m'ignorais pas. Tu me préparais. Le vent bruissait dans les chênes. Quelque part à proximité, un rouge-gorge a chanté. Je suis resté assis là pendant 1 heure, me sentant à nouveau proche de lui. Le vrai cadeau de papa n'était pas l'argent, bien que j'en sois reconnaissant. Son vrai cadeau a été de m'apprendre que la valeur ne se mesure pas à ce que l'on hérite, mais à ce que l'on fait de ce qui nous est donné. Il m'a appris la patience. Il m'a appris l'humilité. Il m'a appris que la personne la plus bruyante dans une pièce n'est pas toujours la plus sage. Julien a eu ce qu'il voulait. J'ai eu ce dont j'avais besoin. Et à la fin, cela a fait toute la différence. Papa connaissait ses fils mieux que nous ne nous connaissions nous-mêmes. Il nous a donné à chacun exactement ce que nous méritions. Pas en argent, mais en leçons. Et je comprends enfin que le plus grand héritage n'est pas ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on devient. Si cette histoire a résonné en vous, j'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation d'héritage familial? Comment cela a-t-il changé vos relations? Partagez votre histoire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits de vie sur la famille, la justice et les leçons qui nous façonnent.